mars 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Acquisition d'une nouvelle vedette de surveillance. Cet appareil vise à lutter efficacement contre la pêche illicite en Guinée. Les nouveaux ministres nommés récemment par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, sont entrés en fonction ce jeudi. Il s'agit du ministre de l'Environnement, de la fonction publique et celui de l'enseignement préuniversitaire. La lutte contre le trafic de drogue s'intensifie. La gendarmerie nationale vient de saisir plus de 2 tonnes de chanvre indien. Les présumés trafiquants sont sous les verrous. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Cette édition s'ouvre sur un communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Tchad, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, effectuera à compter du vendredi 3 mars 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le bureau de presse de la présidence de la République, Monsieur Moussa Sissi. Le président de la République a lancé ce matin le séminaire technique sur l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Plusieurs experts venus de plusieurs pays participent à cette session spéciale. Objectif, faire des propositions et recommandations susceptibles de faire avancer les énergies renouvelables en Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine, coordonnateur des énergies renouvelables, professeur Alpha Condé, fonde de l'espoir à la rencontre de Conakry. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keïta. Monsieur le Président de la République. L'initiative pour les énergies renouvelables. Les travaux ouvrent à Conakry ce jeudi 2 mars 2017. Experts évoluant dans le domaine énergétique, bailleurs de fonds, représentants des pays amis de l'Afrique et autres personnalités prennent part au séminaire technique de la session spéciale sur l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. L'objectif étant de déployer 10 gigawatts de capacité nouvelle additionnelle d'énergie renouvelable d'ici à 2020. 300 gigawatts de capacité nouvelle et supplémentaire d'ici à 2030. Comme le notifie bien le président en exercice de l'Union africaine et coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique. Monsieur le représentant de la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement, Monsieur le responsable par intérim de l'unité de gestion indépendante de l'AI et son équipe, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, je souhaite d'abord vous souhaiter la bienvenue en terre africaine en Guinée pour ce premier dialogue entre l'ensemble des parties prenantes à l'initiative de l'Afrique renouvelable. D'ailleurs, il sera important de tenir de telles rencontres de façon régulière et permanente, consolider la dynamique et renforcer l'action collective. En effet, l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, lancée par les chefs d'État africains
après le COP21 à Paris et au sommet de Kigali, vise à déployer au moins 10 gigawatts de capacité nouvelle additionnelle d'énergie renouvelable d'ici 2020 et au moins 300 gigawatts de capacité nouvelle et supplémentaire d'ici 2030. Vous conviendrez avec moi que la réalisation des objectifs nécessite la mobilisation de ressources financières substantielles. Dès son lancement à Paris, un groupe de 10 partenaires internationaux composé des pays du G7, rejoints par l'Union européenne, la Suède et les Pays-Bas, se sont engagés à mobiliser au moins 10 milliards de dollars de 2017 à 2020 dans une déclaration conjointe à l'appui de l'AREI. Que l'AREI poursuit son opéralisation avec la tenue de son premier conseil d'administration en marge du sommet d'Addis Abeba le 30 janvier dernier, la création de la dotation de l'unité de gestion indépendante, la clarification des engagements financiers, des modalités de coordination entre partenaires, voire des critères pertinents de sélection de son portefeuille, est apparu comme une étape essentielle dans la pleine mise en œuvre et l'atteinte des résultats fixés par les chefs d'État africains. Mesdames, Messieurs, je souhaite ici remercier Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte et coordinateur du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur le changement climatique jusqu'au 30 janvier dernier, pour le rôle moteur qu'il a joué avec son pays dans la mobilisation des chefs d'État et du gouvernement pour soutenir l'AREI à ses débuts. Permettez-moi également de remercier nos partenaires du groupe des 7 et du groupe des 20, et en particulier les pays développés partenaires, l'un des gouvernements de la France, de l'Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas, du Canada, de l'Union européenne, ainsi que la Chine et l'Inde et d'autres pays en développement partenaires pour l'appui sans faille qu'ils ont apporté. Je remercie aussi Mme Ségolène Royal pour tout l'appui et le dynamisme dont elle a fait preuve afin que nous aboutissions au résultat d'aujourd'hui. Je vous avoue que je suis fier et heureux de l'immense soutien qu'a reçu l'AREI jusqu'à présent. Mais après le soutien, nous devrons passer à la réalisation concrète des engagements de chacun. Les statistiques démontrent aujourd'hui que plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Avec la mobilisation sans réserve des bailleurs de fonds et pays amis de l'Afrique, l'espoir est permis de combler ce vide. Comme vous le savez, plus de 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. De ce fait, la demande en énergie moderne, stimulée par la croissance économique, l'évolution démographique et l'urbanisation, devrait bondir. Il est capable de combler des déficits énergétiques. Mesdames, Messieurs, ces séminaires techniques devraient tout particulièrement répondre aux questions suivantes. Comment assurer une appropriation adéquate et une compréhension globale commune de l'AREI et de ses modalités opérationnelles? Quelle sera la valeur ajoutée du Fonds spécial d'AREI et les facteurs qui contribueront à son plein succès? Quelle est la nature des engagements individuels actuels de chaque partenaire et comment assurer que ceux-ci intègrent et utilisent le cadre et le plan d'action de l'AREI pour orienter et diriger leur action en vue de permettre à l'Afrique un leadership effectif dans la priorisation des financements et garantir une plus-value certaine des intentions. Enfin, comment renforcer la communication, la coordination et la synergie entre les partenaires et l'unité de gestion indépendante pour une mise en œuvre conjointe, efficiente et efficace. Des réponses claires, adéquates à ces questions préoccupantes nous permettront sans doute de créer un bond qualitatif significatif dans l'avancement de notre itinéraire commun. Par conséquent, je vous souhaite à tous de très fructueux échanges au cours des 2 prochaines journées. J'attends tout particulièrement des propositions et recommandations concrètes susceptibles de faire l'objet de décisions lors de la seconde session du Conseil d'administration de l'AREI qui se tiendra ici même à Conakry le 4 mars. Il est important que cette coopération se renforce parce que nous avons intérêt. Si nous avons besoin d'énergie pour transformer nos pays et empêcher nos enfants d'aller mourir dans les mers, dans la mer Méditerranée ou dans le désert libyen, les pays développés aussi, particulièrement l'Europe aussi, ont besoin avec le développement du populisme face à l'immigration. Donc, c'est un objectif commun
à nos partenaires et nous. C'est pourquoi nous devons nous unir, renforcer nos efforts afin que nous arrivions à atteindre les objectifs fixés lors du COP21. Pendant 2 jours donc, ces experts, donateurs et représentants des pays amis de l'Afrique vont se familiariser avec des questions liées aux énergies renouvelables. L'objectif étant de trouver des propositions et recommandations concrètes susceptibles de faire l'objet de décisions lors de la seconde session du Conseil d'administration sur les énergies renouvelables pour l'Afrique qui se tiendra le 4 mars prochain, ici, à Conakry. Sans inquiétude, nous restons avec vous. L'AFD, l'Agence française de développement, accorde une subvention de 36 millions d'euros à la Guinée. Il s'agit de soutenir la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La signature de convention a eu lieu ce jeudi au Palais Sékou Touré entre la Guinée et l'AFD. Sanassi Keita. La ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de la République française, en compagnie du directeur général de l'AFD, Agence française de développement, est au Palais Sékou Touré. Professeur Alpha Condé et Ségolène Royal échangent sur plusieurs sujets, notamment l'énergie et l'agriculture. Des échanges qui débouchent d'ailleurs sur la signature des 2 conventions dans le domaine surtout de l'agriculture entre l'AFD et le gouvernement guinéen. Cette signature vise la filière rigicole avec une subvention de 36 millions d'euros accordée à la Guinée par l'Agence française de développement. J'ai eu le bonheur de signer à l'instant deux conventions importantes. L'une sur le développement de la filière rizicole pour 18 millions d'euros de subventions. Et puis le deuxième pour, là aussi lié au développement de la filière rizicole, un programme de pistes rurales pour 615 km en Guinée forestière et en Basse-Guinée pour un montant là aussi de 18 millions d'euros. Donc au total 36 millions d'euros pour appuyer la grande priorité du président de la République au développement rural, pour améliorer l'emploi dans les zones rurales, la situation des femmes. Et donc l'Agence française de développement que je dirige au nom du gouvernement français est évidemment très désireuse de développer ses activités en Guinée. Elle le fait continuellement maintenant depuis 2010 avec le contrat de désendettement au développement et puis maintenant avec nos autres instruments financiers. On a repris les prêts souverains l'année dernière en Guinée dans le secteur de l'énergie. On développe tous nos instruments en appui au secteur privé et on va être sur des flux de financement dans les prochaines années qui sont nettement supérieurs à ceux des années précédentes. Donc dans des secteurs, donc j'ai dit le développement rural, mais aussi bien sûr l'énergie et en particulier les énergies renouvelables. Il y a une grande réunion africaine avec tous les partenaires qui se sont réunis à l'occasion de la COP21 pour accélérer le développement des énergies renouvelables en Afrique. Et donc l'AFD, comme ça a été dit par le président de la République au sommet de Bamako, va prendre toute sa part, 3 milliards d'euros d'ici à 2020, pour financer des projets concrets de développement d'énergie renouvelable. Et puis notre troisième grand secteur d'intervention, c'est la formation professionnelle pour améliorer les qualifications et générer plus d'emplois pour les jeunes guinéens. La ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie de la République française, elle, s'est réjouie de ces assises de Conakry sur les énergies renouvelables. Je suis très heureuse d'être aux côtés de son Excellence, le président Alpha Condé, qui fait un travail formidable à la présidence de l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique et plus récemment à la tête de l'Union africaine. Nous avons l'occasion de travailler ensemble avec le président de la République française et le président Alpha Condé. Et aujourd'hui, je crois que cette réunion très importante à Conakry va donner le coup d'envoi non seulement au bon fonctionnement du conseil d'administration de l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique, mais aussi des choix des premiers projets de réalisation qui seront bien évidemment faits par le président Alpha Condé et le conseil d'administration qu'il préside. Donc ce sont trois journées d'intenses travaux qui nous attendent, qui font suite à plusieurs mois d'échanges, de travail, de listes sur ces différents projets, de mobilisation aussi de la Commission européenne, de mobilisation des bailleurs. Et je crois que nous avançons vraiment fortement sur ce droit fondamental du continent africain à accéder à l'énergie, à la lumière, parce que c'est une décision qui a été prise pendant la conférence de Paris sur le climat.
Des signaux d'accès à l'énergie, oui, pour plus de 650 millions d'Africains. C'est le souci fondamental aujourd'hui de tous les chefs d'État africains qui ne cessent d'apporter leur soutien constant au professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et coordinateur en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique, dans sa volonté surtout affichée de recherche de financement. 36 millions d'euros pour appuyer les grandes priorités du chef de l'État. Sanassi Keita, merci. La Guinée vient de bénéficier d'une nouvelle vedette de surveillance maritime. Elle a été obtenue grâce à l'appui de l'Union européenne en partenariat avec le programme des Nations Unies. Cet appareil est destiné au contrôle des eaux maritimes en vue de lutter efficacement contre la pêche illicite. Ça, un marathon de reportage. La lutte contre la pêche illicite est une préoccupation du gouvernement guinéen et ses partenaires. Pour venir à bout de cette pratique, le pays vient de se doter d'une vedette de surveillance. D'une valeur de plus de 50 000 €, cette vedette va servir de moyen de déplacement aux équipes de patrouille des services de sécurité maritime. Le don est de l'Union européenne à travers le projet Goamer. L'étude montre que le stock de poissons est en diminution, dû à la surexploitation, dû à la pêche illégale, que ce soit artisanale ou que ce soit industrielle. Donc c'est important de s'intéresser à ces questions, mais surtout d'apporter des réponses concrètes. Donc cette vedette en fait partie. En plus de cet engin, 100 caisses isothermiques de conservation des produits halieutiques sont aussi mises à la disposition de la Guinée. Le geste renforce les efforts des responsables en charge du secteur. C'est au niveau de la pêche artisanale que se déroule maintenant l'essentiel de la pêche INN. Parce que c'est un secteur qui se pensait oublié et c'est là où la mauvaise pratique s'effectue. Et cette vedette qui va nous permettre de longer les côtes va nous permettre de faire la surveillance des pirogues dans le domaine de la pêche artisanale. Initié par l'Union européenne et le programme des Nations Unies pour le développement, le programme Goamer couvre 6 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. La lutte contre la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance du secteur de la pêche sont parmi ses principaux objectifs. L'autre temps fort de cette édition, les résultats provisoires du recensement biométrique des étudiants des institutions d'enseignement supérieur publics et privés ont été publiés hier à Conakry. Vous le savez déjà, plus de 45 000 étudiants fictifs ont été démasqués avec un record de 31 400 pour le privé contre 13 962 pour le public. Ces résultats sont du département de l'enseignement supérieur. Francis Colli nous fait le point. Le recensement biométrique lancé en juillet 2016 au sein du système éducatif guinéen commence déjà à donner les premières tendances. Il s'agit dans cette opération de connaître les effectifs exacts des étudiants boursiers de l'État. L'équipe de cette opération de biométrisation a sillonné les institutions d'enseignement supérieur public et privé de Conakry. Le dispositif, vraiment, il est serein et personne ne peut faire quelque chose là-dedans. On a eu des gens qui se sont fait biométriser au compte d'une université et qui sont partis et ils ont voulu encore se biométriser au compte d'une autre université. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'on ne peut pas tricher. Dans cette conférence de presse, les résultats provisoires de Conakry sont donnés. Au niveau des institutions d'enseignement supérieur public, sur un effectif de 33 534, 13 962 étudiants sont à rechercher. Au compte des institutions d'enseignement supérieur privé, sur un effectif de 52 051 étudiants, les opérations d'enrôlement biométrique affichent l'écart de 31 400 étudiants à retrouver, soit un écart total de 45 362 étudiants. Avec cette confirmation de plus de 50% de fictifs dans le système, nous pensons à une économie de près de entre 150 et 200 000 ou plus par an. Ça, c'est le minimum que nous pensons. Et ces fonds seront investis concrètement dans les infrastructures, les équipements, la formation des formateurs et aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Ces résultats provisoires permettront à chaque institution de réagir pour d'éventuelles corrections. Mais déjà, tout porte à croire qu'il sera difficile que la correction atteigne la proportion de 5% des 45 362 étudiants considérés comme fictifs.
Justement, Francis Collet, après la publication des résultats de recensement biométrique des étudiants, notre équipe de reportage s'est rendue dans plusieurs universités pour recueillir leurs réactions. Silence Radio, les fondateurs des universités ont promis de se retrouver demain pour examiner les chiffres publiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. S'approprier de nouvelles exigences de l'urbanisme, la question préoccupe les cadres du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Une session de formation se tient dans ce sens à Conakry. Il s'agit de trouver des stratégies d'urbanisation de nos villes. Passation de service au ministère de la fonction publique et celui de l'environnement. C'est à la faveur d'un mini-remaniement intervenu la semaine dernière. Les cérémonies se sont déroulées dans une atmosphère conviviale entre les ministres sortants et entrants. Reportage Mamadou Alphabadé Abibjam. Après 3 années passées à la tête du département de la fonction publique, le ministre Sékou Kourouma n'a pas fait l'économie de son bilan. Un bilan marqué par l'assainissement des fichiers, l'opération de biométrie, la revalorisation du statut des retraités ou encore le recrutement de près de 14 000 nouveaux fonctionnaires. Grâce à l'opération de recensement biométrique et les mesures de consolidation que nous avons mises en œuvre ensemble, nous avons réussi à détecter et à mettre hors d'état de nuire plus de 12 000 agents fictifs dans la fonction publique. La gestion électronique des documents est devenue une réalité. Tous les dossiers individuels de l'ensemble des travailleurs de la fonction publique ont été numérisés. Un bilan non exhaustif terni par la dernière crise liée au recrutement des contractuels de l'éducation. Pour poursuivre les réformes au sein de l'administration et la modernisation de l'État, Sékou Kourouma passe le témoin à Billy Nankouma Doumbouya, l'ancien conseiller. J'exhorte chacun de nous à donner le meilleur de lui-même et à apporter une contribution significative à l'édification de l'œuvre commune, à travers l'instauration et le développement d'un esprit d'équipe, de partage, de cohésion et d'entente pour une synergie et une complémentarité des diverses actions qui doivent participer à la réussite globale de la mission qui nous est assignée. Au ministère de l'Environnement, Christine Sagno est comptable de 13 mois de gestion. Avant de passer la main, elle a rappelé les hauts faits de son passage. Je me permettrai de relater quelques activités réalisées avec votre collaboration durant mon séjour à la tête de ce département. Sur le plan de la protection de l'environnement, le lancement des opérations de reconditionnement des PCB stockés au port de Conakry, la visite des 4 établissements classés cimenteries dans la préfecture de Dubreka dans le cadre de la lutte contre la pollution, l'organisation de la restitution de la COP 21, la célébration de la journée mondiale de l'environnement avec une réalisation de 30 hectares de reboisement à Dubreka, la visite des sociétés minières avec des constats de dégradation très poussés et de pollution irréversible. Dans un secteur où tout apparaît prioritaire, la nouvelle ministre mise sur des projets tangibles. Comme par le passé, il porte entre autres sur la restauration du couvert végétal et la protection des écosystèmes. Vous me passez le témoin à un moment où la mise en application de la lettre de mission dédiée à notre département et qui s'articule autour de la promotion de la bonne gouvernance environnementale, le suivi de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement, la gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration du cadre de vie des populations sont des défis majeurs à relever. Je me propose de mettre en place un programme qui sera appuyé par des actions urgentes à court et moyen terme. L'opérationnalisation de ce programme nécessite non seulement l'appui de nos partenaires au développement, mais aussi et surtout l'engagement participatif de tous les cadres du département. La pendule a déjà commencé à tourner. Dans 3 mois, les 2 ministres vont être jugés à la tâche.
Autre chose au plan national, la lutte contre les incendies passe par la formation des électriciens. Les opérateurs du secteur s'y emploient. C'est le cas de l'entreprise Yakelec qui vient de former 90 électriciens sur les règles et les normes d'une installation à basse tension. Yaya Sila fait le point. Amdalaï, Aratomo, les esprits sont encore marqués par cet incendie. Tout a été calciné dans la maison de la famille Bangoura. Comme ici, plusieurs incendies d'origine électrique sont enregistrés à Conakry. La mauvaise qualité des installations électriques est souvent suspectée. Cette formation de 90 électriciens de la commune consiste à sensibiliser sur les normes et règles d'une installation à basse tension. Vous savez, généralement, nous, chez nous, depuis 2010, on est en train d'observer l'incendie un peu partout. Et en ce moment, on n'était pas vraiment formé à ces logiciels, on n'était pas informé sur certaines normes. Et aujourd'hui, M. Yakelec s'est investi dans ce sens. Et je sais qu'il n'est pas à sa première formation. Il a fait déjà beaucoup de formations et cela nous permet encore d'être éclairés par rapport aux normes. L'amélioration de la desserte en énergie électrique nécessite un meilleur choix du matériel électrique dans les habitations et les industries. Un véritable challenge pour les électriciens guinéens. Nous, notre formation, ce n'est pas seulement de dire formation, il faut pratiquer, il faut montrer toutes les réalités. Et on donne les conseils. C'est que même en conscient, il reconnaît, oui, il faisait des défauts. Donc, et vraiment, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Si vous remarquez, je pense que même l'incendie, c'est un peu diminué maintenant. L'année dernière, Yakelec a formé 150 jeunes électriciens. Ces électriciens se sont constitués en association de 250 membres. Bref, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale a eu une séance de travail ce jeudi avec un groupe d'Abu Dhabi. Il a été question du protocole d'accord du cadre de coopération entre les deux parties. Nous y reviendrons. Vol sur mineurs, on en parle. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos communautés. Hier, une fillette de 12 ans a été victime de viol. L'acte s'est produit à Sangoya-Takui, à Conakry. La victime reçoit des soins intensifs à l'hôpital d'Iasdine. Les auteurs de ce viol sont en cavale. Un dossier à suivre, Fatima Touyalo. Son innocence lui a été volée dans la violence. Hier, sur le chemin de l'école, cette fillette a été enlevée puis violée par deux inconnus. La victime a saigné des heures durant avant son admission au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Ignasdine. Ses parents sont encore sous le choc. Il y a ma femme qui m'a dit que la fille a eu ses premières règles. Si c'est ça, je dis ça, c'est tout. Bon, après, je vois que ça ne s'arrête pas. Jusqu'à certaines heures, j'ai dit à madame d'aller à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital pour faire les soins. Maintenant, de là-bas, ils ont fait quelque chose. Ils ont dit que la fille était violée. Je dis OK. Non, la fille n'a pas dit qu'elle était violée. Elle a nié qu'elle était tombée. Tu vois, donc, plusieurs fois. Les diagnostics des médecins ont montré que vraiment la fille était violée. Arrivé à Agnasdine maintenant ce matin, la fille a avoué les médecins qu'elle était violée par deux personnes. Cette fillette de 12 ans est la énième mineure reçue dans cet établissement sanitaire pour des cas de viol. La fille a été violée et les lésions en font foi. D'abord, on a reçu parce qu'il y a une hémorragie. Hémorragie, c'est-à-dire qu'il y a un saignement au niveau du vagin. Et ça c'est depuis hier. Alors quand la fille est venue, on était obligé de le prendre en urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a rentré immédiatement au bloc pour voir d'où vient l'hémorragie. Alors, quand on a endormi la fille, pour bien explorer, on s'est rendu compte qu'il y a une lésion d'abord au niveau des petites lèvres. En dehors de ça, on a cherché à voir où se trouve l'hémorragie, parce que là, c'était une hémorragie active, c'est-à-dire qu'il y avait du sang frais qui venait encore. Donc on s'est rendu compte, l'exploration qu'on a fait, poussé un peu, on s'est rendu compte que le vagin, la face postérieure du vagin, avait une large déchirure à ce niveau.
qu'il a fallu suturer. 24 heures après les faits, les 2 violeurs de Sangoya sont encore introuvables. Aucune enquête n'est pour le moment ouverte. Depuis le début de l'année, 8 cas de viol sur mineurs sont enregistrés par l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs à Conakry. Ce cas de viol relance une fois encore la problématique de la protection de la petite enfance. Fatima Toudiallo, c'est un dossier à suivre. Je vous le disais en titre, la gendarmerie du kilomètre 36 a présenté ce jeudi à la presse plus de 2 tonnes de chanvre indien saisis sur les 3 derniers mois en Guinée. Au total, 23 présumés trafiquants sont interpellés et mis à la disposition de la justice. La gendarmerie est en alerte car les trafiquants ne manquent pas de stratégie. Alia Kamara, Mabintela Issouma, reportage. En panne, c'est courant à Conakry. Dans ce cas-ci, par contre, il ne s'agit pas d'une panne ordinaire. Le chauffeur a dissimulé du chanvre indien dans le pneu de secours de sa voiture. Les agents de la gendarmerie exigent alors une fouille complète. Et le résultat se passe de commentaires. Cette saisie porte à près de 3 tonnes la quantité de chanvre indien à destination de Conakry, mais interceptée par une brigade mixte et stockée dans ce magasin. Sur les parages, il y a les différents services, à savoir le groupement d'intervention rapide, les services de douane et les services de gendarmerie. Donc c'est cette mixité qui nous a permis, avec les riverains qu'on remercie d'entrée de jeu, qui nous ont permis à déjouer tout ce système-là, qui nous ont permis à retrouver de la drogue dans les différents modus operandi que je venais de citer tout à l'heure. À savoir, ils mettent la drogue dans les réservoirs de véhicules qu'ils déchirent et qu'ils essaient de souder. Ils mettent la drogue là-dedans. Ils ouvrent les pneus de secours. Ils mettent la drogue là-dedans. Ils ouvrent des sacs de charbon. Ils mettent le charbon à un niveau. Ils mettent de la drogue dedans et ils remplissent encore avec le charbon. Le mode opératoire des trafiquants a changé. De nouvelles stratégies pour tromper la vigilance des services de sécurité. Ces saisies sont effectuées grâce à la bonne collaboration des populations de Forêt-Karea. 23 trafiquants sont actuellement aux arrêts et tout comme eux, le chanvre indien saisi est mis à la disposition de la justice. J'ai été requis par le parquet de la justice de paix de Koya afin d'assister à l'enlèvement de cette quantité de drogue saisie par les services de sécurité, et assister en même temps à son embarquement afin de procéder à un procès verbal de constat. Pendant que le stock saisi était en train d'être embarqué, un autre trafiquant tombe dans les filets de la gendarmerie du kilomètre 36. Ces sacs sont déposés dans le magasin. Ils vont constituer la première vague d'une nouvelle opération de saisie de chanvre indien. Et puis un séminaire de préparation de règlement financier, budgétaire et comptable de la Cour constitutionnelle vient de se tenir à Kindia. Objectif, amender et adopter le document élaboré par un consultant. Ce document vise à orienter le système financier de la dite institution. Dabi Zakaria Bangora. Lutter contre la corruption et les gabegies par la transparence dans la gestion financière, c'est l'ambition affichée par la Cour constitutionnelle de Guinée. Cette institution judiciaire a désormais un document qui respecte les principes budgétaires énoncés dans la loi des finances et définit le règlement financier des règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de la Cour. La présentation et l'information autour du document sont objet de la présente rencontre. Un document qui va décrire un peu tout le processus de planification du budget en passant par son élaboration, son exécution et son contrôle. Donc c'est un document qui va être mis à la disposition, s'il est bien sûr validé, au niveau de la Cour constitutionnelle, et cela va améliorer le système de gestion au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce document de règlement financier, budgétaire et comptable de 28 pages met l'accent sur le rôle et le contrôle de tous les acteurs impliqués dans le processus financier de la Cour dans la transparence. Durant 2 jours, ces conseillers ont étudié et amendé les 9 chapitres et 132 articles du document pour adoption. Les participants au séminaire recommandent 1. La soumission du document issu du séminaire à l'avis de l'expert de EKS avant son adoption par la Cour. 2. La prise en compte du document tel que amendé par le séminaire.
Pour le président de cette instance judiciaire, son institution doit incarner l'exemple de la bonne gouvernance. Je garantis ici notre engagement en faveur de la bonne gouvernance, car pour dicter la conduite aux autres institutions, nous nous devons d'avoir nous-mêmes une conduite irréprochable. Je suis convaincu qu'après le présent séminaire, ça sera mieux à la Cour. Ce document de référence de la plus haute instance judiciaire du pays sera validé les semaines à venir ici à Conakry. Plus de 400 étudiants des campus de l'AB de l'université Amadou Dieng de Bentoya viennent de recevoir leur diplôme d'études. La remise a eu lieu au Palais du Peuple ici à Conakry en présence des parents, encadreurs et partenaires du système éducatif. Mangué Dantoumassouma a suivi la cérémonie. Ils sont au total 498 étudiants de la 7e promotion de l'université Amadou Dieng, bénéficiaires de diplôme de fin du cycle universitaire. Après plusieurs années de labeur, ces jeunes sont désormais aptes à compétir sur le marché de l'emploi, un marché qui privilégie de nos jours la compétence. Je sais qu'ils ont reçu une bonne formation et que s'ils se lancent sur le marché de l'emploi, ils peuvent gagner leur vie et récompenser, aider leurs parents. Pour les responsables de l'éducation nationale, cet institut d'enseignement supérieur est un bel exemple d'investissement privé au regard des résultats obtenus depuis sa création. C'est toujours pour nous un sentiment de satisfaction, de fierté de voir l'université Amadou Dieng accomplir chaque fois des gestes allant dans la qualification des enseignements et puis dans la promotion aussi de l'enseignement supérieur guinéen. La cérémonie de remise de diplôme à cette promotion baptisée du nom de Dr Mohamed Diaré, président de la Cour des comptes, a mobilisé parents et amis ainsi que les cadres et partenaires invités. Une joie pour les récipiendaires. Je pense réellement qu'avec ce diplôme, je me sacrifierai pour mon État, pour ma famille et pour le monde entier afin de faire le service de l'humanité. L'université Amadou Dieng a formé plus de 2000 étudiants repartis entre diverses filières dans ses 5 campus, dont 2 en province. Et puis sport, à peine installé, Antonio Soare, le nouveau président de la FEGIFOOT, reçoit des félicitations. La FIFA et la CAF valident son élection. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.